Vidéo 2. Le Sutra, le livre sacré du cadonisme. Dhammatana le révélateur, troisième grande vue du cadonisme. Je m'appelle Dhammatana le révélateur. Je suis né à Paris en 1955, dans une famille modeste de banlieue parisienne. J'ai vécu très tôt dans la rue, et j'y suis resté jusqu'à l'âge de 28 ans. Un soir, sur le boulevard Saint-Germain, une personne aux yeux étranges m'accoste et me dit de rentrer chez moi, que bientôt je devrais écrire une chose d'une très grande importance. Je n'ai pas le temps de dire à l'homme que je n'écris pas particulièrement et que je n'ai pas de chez moi, que l'homme en question est déjà parti. Quelques jours plus tard, je rencontre une fille, et c'est le coup de foudre. Très vite, je me mets en ménage avec elle. Elle est comédienne et s'intéresse à l'art en général. Je ne lui parle pas de cette rencontre avec l'homme du boulevard Saint-Germain. D'ailleurs, je n'en parle à personne. Un peu plus tard, elle me dit, elle aussi, que je dois écrire. Elle insiste. Décidément, c'est une obsession. Pourquoi tous ces gens veulent faire de moi un écrivain alors que je ne suis pas foutu d'écrire un mot correctement sans faire 3 fautes? Résigné, je me mets à l'ouvrage. L'ennui, c'est que rien ne vient. Tout ce que je tente d'écrire est stupide et sans aucun intérêt. Je travaille tard le soir. La nuit, je me creuse les méninges, et le matin, je donne le meilleur de moi-même. Le meilleur de moi-même n'est pas brillant. J'ai beau y mettre beaucoup de bonne volonté, le résultat est relativement lamentable, pour ne pas dire pitoyable. La seule bonne chose qui ressort de tout ça, c'est que je suis suffisamment honnête avec moi-même pour me rendre compte de ma médiocrité. Néanmoins, je persiste, je m'accroche, je continue à écrire mes âneries durant des jours, puis à dire les choses simplement, il me semble y prendre un certain goût, et même un certain plaisir. Pourtant, l'exercice est laborieux. Il me faut parfois 2 heures pour écrire une petite phrase, quand ce n'est pas un mot. Puis au bout d'un certain temps, je me rends à l'évidence. Je ne suis décidément pas foutu d'écrire 3 bons mots d'affilée. Ce que j'écris n'a aucun sens. Je n'avance pas. Nous sommes le 6 septembre 1987. Il est environ 17 heures. Je décide d'arrêter définitivement l'écriture. Malgré ma bonne volonté, ce truc n'est vraiment pas pour moi. Puis, d'un coup, je me sens extrêmement fatigué. Je décide donc d'aller m'allonger quelques instants dans la chambre. Mon amie n'est pas là. Elle est partie quelques jours. Je m'allonge sur mon lit et je regarde le plafond. Et je me sens dans un drôle d'état, envahi d'une étrange sensation. Il me semble m'enfoncer dans mon lit, à l'intérieur de quelque chose. Ce quelque chose, en fait, c'est moi. Je suis en train de m'enfoncer à l'intérieur de moi. Je me sens extrêmement lourd. Je pèse 1 tonne, 2 tonnes, 10 tonnes. Puis, très vite, l'improbable se produit. Je sors de mon corps. Je suis en train de monter au-dessus de moi, au-dessus de mon corps inerte sur le lit. Je me vois étendu de tout mon long sur ce lit, et je suis en train de monter à l'horizontale. Bien sûr, je ne comprends pas ce que je suis en train de vivre. Tout cela est si étrange, si inattendu, si improbable, que je n'ai même pas le temps d'avoir peur. Je n'ai pas peur. Non, je ne fais que monter. Je continue à me regarder sur le lit comme une curiosité. Je monte comme cela jusqu'au plafond, et je me regarde en dessous, allongé comme un bienheureux. Je suis tout juste étonné de flotter dans les airs. Dans un coin du mur, je remarque une petite araignée accrochée à sa toile. Elle me regarde. Je la trouve très belle, magnifique. Je crois qu'elle est encore plus étonnée que moi, mais je ne veux pas la déranger plus longtemps. Je me regarde une dernière fois sur le lit et je traverse le mur de l'appartement avec une grande facilité. Je me retrouve aussitôt à l'extérieur du bâtiment, juste au-dessus de la rue. Je suis à une 30aine de mètres du sol. La vue y est splendide. Je me sens bien, très bien même. En fait, jamais je ne me suis senti aussi bien. Une sensation de plénitude absolue m'envahit. Je vois tout, tout ce qui m'entoure, tout ce qui se trouve en dessous de moi. Je regarde la ville s'animer. Je suis dans le vide, et la vie s'active en bas. Tout est très net, aussi net que si je me trouvais à la porte d'un hélicoptère. Sauf qu'il n'y a pas d'hélicoptère. Je suis une sorte de parachutiste qui ferait du surplace sans parachute pour le soutenir. Je suis dans le vide, quasiment immobile, en lévitation. Je me sens plus léger qu'une plume. Je flotte au-dessus de la ville, et pendant ce temps, plus bas, la vie suit son cours sous mes yeux. Moment unique, inimaginable, délicieux, qui dure depuis plusieurs minutes. Je me sens bien, tellement bien, comme je me suis jamais senti. C'est incroyable, parfait, magnifique, tout à fait extraordinaire. Puis, d'un mouvement simple, je pars sur le côté.
Je me rends compte que je peux me déplacer comme je veux, avec une grande facilité. Je redescends un peu pour retourner dans ma chambre, toujours en traversant le mur. Je constate que mon corps, sur le lit, n'a pas bougé. Il est toujours là, allongé, immobile, inerte, sans vie apparente. Je ne cherche pas à comprendre ce qui est en train de se passer. Je n'ai vraiment pas peur. Je suis si bien, à peine surpris par la situation. Tout cela est si plaisant. Je suis bien, si bien, comme je ne l'ai encore jamais été de toute mon existence. Après quelques instants, je ressors de l'appartement par le même mur, et je suis de nouveau au-dessus de la rue, au-dessus de la ville. J'entends tout ce que disent les gens, je comprends tout, j'entends tout, tous les bruits de la ville, j'entends des voix, des tas de voix, et des tas de gens. Tout me paraît si clair, si limpide, si évident. Je plane dans les airs, je me déplace dans l'espace plus aisément qu'un oiseau. Je suis plus libre que le vent. Je redescends vers la rue, m'approche d'une voiture, à l'intérieur de laquelle se trouve un couple. Les deux personnes sont en train de discuter. J'essaie de leur parler, mais je me rends compte très vite qu'ils ne m'entendent pas, ils ne me voient pas. J'essaie aussi de les toucher pour leur faire part de ma présence, mais ma main passe à travers leur corps sans qu'ils ne se doutent de rien. Plus étonné que contrarié, je remonte au-dessus de la rue et je vois une jeune femme arriver sur le trottoir de gauche. Elle n'a pas l'air pressée, elle marche d'un pas gracieux et décontracté. Je redescends pour l'aborder et me place à côté d'elle, mais elle non plus ne me voit pas, elle non plus n'en m'entend pas. Tout cela est si bizarre, si improbable, irréel et tellement réel à la fois. Je sais que je ne dors pas, que je ne rêve pas, j'en ai la certitude absolue. Je suis totalement éveillé, tous mes sens sont éveillés. Je remonte me placer à la hauteur de mon appartement, au 4e étage, à quelques centimètres du mur. Je regarde les briques. L'une d'entre elles est cassée. Une sensation étrange m'étreint alors. Je suis le seul à le savoir, le seul à m'intéresser à cette pauvre petite brique cassée, le seul à m'inquiéter pour elle, le seul à l'avoir vue depuis le jour où quelqu'un l'a mise là, 80 ans ou 100 ans plus tôt. Personne ne l'a plus jamais revue depuis. Je suis le seul au monde à connaître son terrible tourment, sa terrible destinée, condamnée à rester là, cassée comme une pauvre petite malheureuse durant encore des décennies. Puis un oiseau vint se poser sur le rebord d'une fenêtre à environ 2 mètres de moi. Il me regarde et se met à chanter. Il est magnifique. Il me parle et je comprends tout. Son chant est une chanson d'amour. Puis il me fait un signe de tête et s'envole gracieusement. Je retraverse le mur et retourne dans l'immeuble. Rien n'a bougé. Mon corps est toujours là, allongé sur le lit. La petite araignée est toujours là, elle aussi. Elle a attrapé un moucheron dans sa toile. Elle ne fait plus attention à moi. Cette fois, je décide de traverser le plafond et je me retrouve dans une cuisine. Une femme est au téléphone avec une de ses amies. La conversation porte sur un rendez-vous à la campagne. J'entends tout. J'entends aussi très clairement la jeune femme qui lui parle au téléphone. Je reste comme ça, un petit moment à la regarder. Elle boit son café. Elle est en slip et en t-shirt. Puis je lui parle. Elle non plus ne m'entend pas. Cela ne me contrarie pas car je suis si bien. À cet instant, un chat entre dans la pièce. Il regarde sa maîtresse et regarde aussitôt dans ma direction. Lui me voit au-dessus de la table. Il me considère quelques secondes, puis se met à manger sa pâtée comme si tout cela était parfaitement normal. La jeune femme raccroche le téléphone, puis enlève son t-shirt et son slip. Elle est nue. Elle s'apprête à prendre une douche. Je lui parle encore. Elle a un regard vers le plafond, comme une intuition, mais elle ne me voit pas. Elle sort de la cuisine. Je m'en retrouve seul. Le chat finit sa gamelle tout en me regardant du coin de l'œil. Je traverse le mur de la cuisine et je me retrouve de nouveau à l'extérieur. À cet instant, je prends conscience de me retrouver dans un espace parallèle, une sorte de bulle. Une bulle parallèle, imbriquée dans notre univers. La bulle dans laquelle je me trouve m'apparaît comme située entre le sol et environ 300 mètres d'altitude. Je suis dans cette sorte d'espace parallèle, tout autant que cet espace semble être en moi. Quelques instants plus tard, j'emprunte un tunnel de 4 à 5 mètres de diamètre. Ses parois tournent quelque peu. C'est un endroit plutôt mobile qui me semble constitué de reflets. Au bout de ce tunnel, je remarque une lumière qui devient de plus en plus vive et qui s'approche de moi à grande vitesse. Elle est de plus en plus lumineuse, extrêmement lumineuse même, mais sans pour autant être désagréable. Puis j'entre dans cette lumière, et aussitôt,
à ce qu'il me semble, je me retrouve dans une sorte de pâturage magnifique. Ma première impression est que je viens d'arriver dans un monde féerique, une sorte de plaine merveilleuse, parsemée d'arbres superbes, espacés entre eux de plusieurs centaines de mètres. C'est fabuleux, sublime, un endroit inimaginable, incroyable, où tout semble se confondre, où les choses semblent liées les unes aux autres, les couleurs, les parfums et tout ce qui constitue cet endroit se mêlent dans une grande harmonie. Jamais je ne me suis senti aussi bien, aussi serein, aussi libéré de toutes choses, aussi conscient de mon inexistence, de mon appartenance à la création tout entière, avec la faculté de tout comprendre, de tout connaître, de faire partie intégrante de cet endroit. J'ai la sensation d'être dans le tout et d'en faire partie entièrement. Je suis le tout, et le tout est en moi. Je suis esprit mêlé. Puis je rencontre des esprits. Deux d'entre eux me semblent familiers. En fait, je suis sûr de les avoir connus à une certaine époque de ma vie terrestre. L'un d'entre eux me demande ce que je fais dans la bulle du Zerka. Je n'ai pas le temps de lui répondre, car très vite, une autre lumière plus vive encore apparaît, s'avance vers moi. Elle vient d'un autre espace, d'un autre endroit encore différent. Elle est de plus en plus vive, plus puissante encore. Puis, dans cette lumière apparaît un être dont j'ai un peu de mal à déterminer la forme. Très vite, la forme se précise. C'est un être humain. Il est majestueux, magnifique, extraordinaire, doux et aimable. Il est habité de bonté, de plénitude, de sérénité, d'intelligence et de joie. Il me prend par la main, ou ce qui me semble être ma main, et m'emmène avec lui. Je n'ai pas peur. Je me laisse faire. Je suis très bien. Tellement bien que je n'ai pas envie de retourner en arrière, pas envie de repartir d'où je viens. Je n'ai surtout pas envie de retourner dans le monde du physique. Jamais. Jamais je ne veux plus jamais repartir. Je suis dans le plus merveilleux des endroits. Puis l'homme me fait entrer dans un autre espace, un autre univers, un endroit tout aussi illuminé qui me semble plus grand encore que celui que je viens de quitter, plus spacieux, plus incroyable encore, comme si cela était possible. Cet endroit me semble encore plus merveilleux que le précédent. Il est impossible avec des mots humains de définir ce que je ressens à cet instant. Les mots n'ont plus de sens dans cet endroit. Les mots n'ont pas d'utilité, tant ils sont imprécis, pauvres et limités, pour définir ce que je vois et ce que je ressens. Non seulement je n'existe plus, mais je suis le tout, et le rien parfait. Je suis tout ce que je perçois, et tout ce que je ne perçois pas. Je suis l'immensité. Je n'existe pas, je n'existe plus, je n'ai jamais existé, ou je n'ai jamais cessé d'exister. Je prends conscience à cet instant de ce que nous sommes, de ce que sont tous les esprits de la terre d'où je viens. Je suis esprit mêlé. Oui, je suis esprit mêlé. Je me sens esprit mêlé. L'homme extraordinaire me fait entrer dans un lieu plus incroyable encore. J'entre dans le grand temple de lumière des élus, ou le grand temple du Nirva. Je vois des esprits magnifiques devant moi, ils sont là, ils me regardent, et de leur expression ressort tout l'amour et l'intelligence qu'il soit possible d'imaginer en un seul lieu. L'homme extraordinaire pose alors une main sur moi, ou ce qui me sert de moi. Mon bien-être se décuple encore. Je suis l'immensité, comme je suis le néant. Le tout m'apparaît alors comme la seule réalité de toute chose. Puis l'homme extraordinaire, dans un souffle mélodieux, impose en moi l'histoire du tout, dans sa globalité absolue et sans limite. Il ne parle pas. Je sens juste son souffle me pénétrer et la compréhension du tout m'imprégner tout entier. La connaissance totale envahit mon esprit. L'histoire que cet homme me raconte coule en moi comme un élixir, m'enivrant de la connaissance totale et absolue. Il me raconte avec une précision d'orfèvre la grande histoire du cadonisme. Je comprends tout ce qu'il me dit. Et cela s'impose à moi comme la lumière du cadonisme qui est la parole prouvée des esprits. Il m'explique qu'il ne va pas pouvoir me garder plus longtemps dans cet endroit, et que même si cet univers est semblable au précédent, sa réalité n'est pas la même. Il s'agit d'un endroit où vivent les esprits suprêmes, les esprits défunts libérés, autrement dit, les esprits dont le corps est définitivement mort, physiquement. Aucun expérienceur ne peut entrer dans cet espace. Aucune personne ne peut rencontrer cet endroit si elle n'est pas définitivement décédée physiquement. Je suis dans l'univers majestueux de la grande prairie de lumière, dont les vivants ne reviennent jamais. Je suis donc mort, je ne reviendrai pas. Je suis devenu esprit défunt libéré. L'homme m'explique que je dois retourner dans le monde du physique. Il dit se nommer Cadon, le grand druide des esprits.
Je lui dis que je ne comprends pas ce que je fais là, pour quelle raison et dans quel but. À nouveau, il m'enveloppe de son souffle, et je comprends pourquoi il m'a choisi. Il dit que c'est parce que mon esprit est vierge comme celui d'un enfant, que mon esprit est vide de certitude et de conviction, d'influence d'aucune sorte, parce que je commence à écrire et que l'origine de ma famille se trouve être proche de l'endroit où lui-même est décédé physiquement. Pour le bien-être des esprits, je dois ramener cette philosophie dans le monde des vivants. Je dois l'écrire pour qu'elle ne soit plus jamais perdue. Je ressens tellement de joie, tellement d'amour. Je suis envahi tout entier. Puis en un instant, je réalise l'importance de ce qu'il me demande, l'énorme responsabilité qui m'incombe. Mais bizarrement, je n'ai aucune crainte. Je suis persuadé de pouvoir réaliser cette mission, car lui-même n'envisage pas l'échec. Autour de nous, des esprits suprêmes me tendent les bras. Ils semblent si heureux et si réjouis de ma présence. Je ressens au plus profond de moi que je suis leur espoir et qu'il me faut retourner au plus vite, révéler la réalité de vie, la lumière cadoniste, qui est la parole prouvée des esprits. Puis Cadon fait un geste gracieux dans ma direction et je m'éloigne doucement de lui. À cet instant, je quitte l'univers majestueux de la grande prairie de lumière pour retourner dans la bulle du Zarka. Très vite, presque sans m'arrêter, j'emprunte le tunnel du Zarka dans l'autre sens et je me retrouve aussi vite dans la bulle du premier ciel, juste au-dessus de ma rue. Je suis hébété, encore imprégné de cette chose bouleversante. Je viens de vivre un moment fabuleux, impossible à raconter, impossible à définir précisément. Je me sens tellement bien, dans une plénitude totale. Je regarde une dernière fois la ville en dessous de moi, puis je traverse le mur de mon immeuble pour me retrouver à nouveau dans ma chambre. Je reste au plafond quelques secondes. Mon corps est toujours là, étendu sur le lit, inerte. J'ai une hésitation, comme si je craignais de le réintégrer. Enfin, je m'approche de lui et je suis comme aspiré. Comme une planète tombant dans un trou noir, je viens de revenir à l'intérieur de moi. Oui, je viens de revenir à l'intérieur de moi, à l'intérieur de cette enveloppe, de cette prison. Et c'est terrible. Je sens une grande douleur et surtout un mal-être profond m'envahir. La sensation horrible d'être prisonnier d'un sarcophage de métal, un sarcophage trop petit pour moi. Je suis rempli de douleur et d'une immense tristesse. Je suis en enfer, car je ressens une chose terrible. Je suis en enfer comme peuvent se l'imaginer les hommes, car je ressens le manque d'amour de ce monde. Oui, ce monde est sans amour, ce monde est si cruel, cela est un choc pour moi. Ce monde ne connaît pas l'amour, ce monde est la douleur, et je suis la douleur. Puis, petit à petit, la douleur et surtout cette sensation de mal-être s'estompent quelque peu. Je reviens à moi. Je prends une grande bouffée d'air, comme un noyé qui vient de sortir la tête de l'eau. J'ai réintégré cette horrible chose, cette camisole, ce corps trop petit pour moi, cette boîte si étroite qu'elle m'interdit de voir l'immensité et la liberté absolue. Comme un mur qui m'empêche de voir ce qui se passe au-delà, ce qui est au-delà, ce qui est apothéose. Je suis tout engourdi, tout petit, chaos. Puis il se passe à nouveau quelque chose d'étrange. Il me semble ne pas être tout à fait revenu. Après quelques minutes, je retrouve quelque peu l'état dans lequel j'étais lors de ce voyage. Je me sens mieux, puis je me sens bien. Je suis bien parce que je n'ai pas encore récupéré mon moi humain, mon ego. Je ressens encore un peu ce tout majestueux, cette globalité, cette sensation extraordinaire rencontrée dans l'univers majestueux de la grande prairie de lumière. Je ne la ressens pas exactement, mais cette sensation semble ne pas m'avoir totalement quitté. Mieux, elle s'intensifie à nouveau, car je refuse mon ego. Je refuse avec force sa présence et sa volonté de vouloir réémerger à nouveau en moi. Je n'en veux pas. Je ne veux plus de cette chose qui me pourrit la vie. Oui, à ce moment précis, j'en suis convaincu. Cet ego me pourrit la vie. Nous sommes le matin. Je prends des feuilles dans la photocopieuse, il est environ 8 heures. Je me mets à écrire à une vitesse incroyable. Il me semble ne pas comprendre réellement ce que je suis en train d'écrire. Le stylo semble courir tout seul sur les pages. Je suis en train d'écrire à une vitesse folle, supersonique, incroyable. Je suis concentré sur ma main. Mais il me semble qu'elle bouge toute seule, que je ne la maîtrise plus. Les pages défilent. Je change très vite de stylo, il est déjà vide. En écrivant, je n'arrive pas à m'empêcher de penser à tous ces esprits.
Il me revient en mémoire l'épisode de ma main passant à travers les personnes et à l'incapacité des vivants à remarquer la présence des esprits autour d'eux. Cela me trouble un bon moment. Alors que ma main continue à noircir les feuilles blanches devant moi, je sens leur présence. Ils sont là, autour de moi. Lorsque j'écris le mot fin, il me semble que le jour s'est couché 2 fois. Il est encore tôt, 18h30. J'ai noirci environ 200 pages. Je les regarde un instant, posées sur le bureau, comme témoin d'une aventure invraisemblable. Après un moment, je les dépose dans un tiroir. Je suis courbaturé. J'ai l'impression d'avoir passé tout ce temps dans une lessiveuse. Je suis crevé. Et je vais m'allonger un instant, mais je ne dors pas. 1 heure plus tard, je suis de nouveau debout. Des images de mon récit me reviennent à l'esprit. Je ressors le texte du tiroir et je me mets à lire quelques phrases. Je n'en reviens pas. Tout me paraît si clair. Tout ce que ma main a écrit sur cette page est compréhensible. Plus ou moins lisible, mais compréhensible. Étonnant, logique. Il y a une langue, des chiffres, un texte puissant. Mon amie rentre. Elle veut m'emmener au restaurant. Je ne mange pas. Je ne peux pas manger. Je n'existe toujours pas. Je suis de retour dans ce monde, mais j'ai la sensation merveilleuse de ne pas exister. Comme une vue. Je suis témoin de tout. Je vois tout. Je ressens tout. Mais je n'existe pas. Je ne suis même pas un œil. Je suis une vue. C'est ça, rien qu'une vue. Je n'existe plus. Comment un être n'existant plus pourrait-il se nourrir de nourriture organique? Je n'ai pas besoin de manger. Je n'en ai aucune envie et n'en comprends même plus la nécessité. J'aime tout ce qui m'entoure. Je suis tout ce qui m'entoure. L'assiette devant moi, même si je ne comprends plus sa fonction, est merveilleuse. Le verre est merveilleux. Tout est si merveilleux que j'aime d'un amour profond tout ce qui m'entoure, tout ce que je vois et tout ce que je ne vois pas. Tout est si parfait et si merveilleux. L'amour ramené de l'univers majestueux de la grande prairie de lumière irradie encore mon être tout entier. Je suis l'amour. Je suis une vue, un regard sur le monde. Je n'existe pas. Je vois, j'entends, je sens, je ressens. Mais je n'existe pas. C'est merveilleux. Je suis empli d'un bien-être incroyable. Après quelques minutes, les gens assis aux tables voisines se lèvent et demandent à s'asseoir avec nous. Ces gens sont si beaux, si intelligents, si merveilleux, si incroyables. Je les trouve magnifiques, sublimes. Ces mêmes gens qui, quelques jours auparavant, n'auraient pas pu attirer mon attention que je n'aurais attiré la leur. Je les aime. Ils sont là, devant moi, prêts à s'asseoir à notre table, et je les aime d'un amour profond. L'une des femmes a amené une rose avec elle. Elle me l'attend. Je saisis la fleur avec délicatesse et la regarde avec émerveillement. Je suis littéralement envoûté par sa beauté. Dans cette fleur, je vois le monde entier, tous les univers. Elle est si belle que je la contemple pendant de longues minutes. Quand je regarde enfin autour de moi, les gens sont attablés avec nous. Ma compagne tente de faire la conversation. Elle a l'air embarrassée et surprise de la tournure des événements. Les gens, eux, ont l'air heureux. Tout est si parfait. Malgré l'insistance de l'assemblée, je ne mange toujours pas. La soirée se termine comme elle a commencé, c'est-à-dire dans l'amour et la joie. En sortant du restaurant, je m'arrête devant une feuille qui pend à une branche d'arbre sortie d'un petit jardin d'une cour extérieure. Je la contemple. Elle est sublime. Je vois tout dans cette feuille. Il y a tout dedans, comme dans la rose. Je suis envahi de la lumière cadoniste qui est la parole prouvée des esprits, la révélation des 8 et les 4 réalités. Après un certain temps, ma compagne, impatiente de rentrer, me propose de la rejoindre. J'acquiesce et lui dis de rentrer. Elle aussi, je la trouve merveilleuse. Je la sens s'éloigner de moi et je reste devant la beauté de la nature plus de 3 heures durant. Cet état de contemplation dure encore 3 jours, sans manger, sans boire, sans aller aux toilettes, sans dormir, jusqu'à ce que j'arrive dans un café de Saint-Germain-des-Prés. Là, une femme s'approche de moi, une femme pieuse visiblement. Je n'ai pas encore ouvert la bouche qu'elle m'agresse et m'insulte copieusement en m'accusant de tous les maux, et surtout du plus grave à ses yeux, celui de me prendre pour un prophète. Je la regarde incrédule. Je n'ai même pas ouvert la bouche. Quelques instants plus tard, je retrouve mes esprits. En un instant, je sens mon ego humain remonter en moi comme une armée de petits soldats prêts à me défendre. La femme continue de s'en prendre à moi. Je m'excuse auprès d'elle, mais cela ne la calme pas. Elle continue de plus belle.
Je sens remonter en moi ma conscience de terrien, et en même temps, un sentiment de tristesse m'envahit. En moi, l'armée de petits soldats est de nouveau opérationnelle. Aussitôt, mon être est submergé d'une sensation désagréable. Je sors précipitamment du café. J'ai de nouveau les pieds sur terre. Je suis revenu totalement dans le monde physique, dans ce monde où l'amour n'existe pas.